merci de votre fidélité à ce programme spécial, la nuit électorale sur la RTB. Nous passons donc au prochain plateau que je vais animer avec Ruth Ouattara. Bonjour Ruth. Bonjour. Alors, nous allons recevoir les invités tout à l'heure. Vous pouvez les citer. D'accord. Alors, comme les téléspectateurs le voient, nos invités s'avancent. Nous avons avec nous ce soir le Centre pour la gouvernance démocratique avec M. Asegna Somda. Avec lui également le professeur Djibrina Ouedraogo. Il est enseignant à l'université Thomas Sankara. Ils vont bientôt s'installer sur ce plateau et avec eux également nous allons porter un regard critique sur la journée électorale. Venez messieurs, installez-vous. Bonsoir, bonjour, bienvenue sur ce plateau. Bonsoir, bonsoir, merci. Voilà. Alors, très rapidement, on va déjà vous demander qu'est-ce que vous avez comme regard à porter sur le déroulement du double scrutin de ce jour, Monsieur Asegna. Merci à la télévision nationale de nous associer à cette nuit électorale. Il faut dire que c'est un processus qui, dans l'ensemble, s'est bien déroulé, mais voilà, toujours un mais, avec quelques, je dirais pas incidents, mais quelques petites difficultés d'ordre opérationnel, voilà, qu'on a pu relever sur le terrain, parce que nous sommes aussi dans l'observation de ces élections, donc avec quelques observateurs déployés, bon, voilà, certaines informations nous sont parvenues sur les difficultés d'ordre opérationnel. Voilà, qui ont par endroits été résolus, voilà, sauf un peu les zones où nous avons des problèmes sécuritaires. Voilà, c'est à ce niveau qu'on n'a pas pu surmonter toutes les difficultés. Voilà, sinon, les difficultés liées au matériel, et ainsi de suite. On a pu se rendre compte que ces difficultés ont été relevées par moment, avec un peu de retard, mais relevées quand même. Est-ce que vous les qualifiez de majeures, ces difficultés? Bon, pas majeures. Voilà, elles ne sont pas majeures, voilà, sauf pour les cas des zones d'insécurité. Voilà, c'est dans ces zones qu'on peut dire que oui, c'était des difficultés majeures parce que voilà, on a pu se rendre compte que beaucoup de bureaux de vote finalement n'ont pas pu ouvrir du fait, voilà, de menaces d'hommes armés non identifiés. Voilà. Sinon, pour ce qui est des difficultés relatives, par exemple, à des... L'acheminement du matériel. Voilà, l'acheminement du matériel, des bulletins, de l'encre par-ci. Voilà, si ce sont ces difficultés-là, elles ont été surmontées au cours de la journée, voilà, pour permettre aux électeurs de pouvoir s'exprimer. Alors, Monsieur Dr Djibrina Ouedraogo, et justement sur la même question, comment est-ce que vous avez apprécié le déroulement de cette journée électorale? Bonsoir à vous et merci pour l'opportunité au fait de livrer mon opinion sur le déroulement de ce processus. J'ai envie de dire, comme mon ami en face, que d'une façon générale, d'une manière générale, globalement, on peut se satisfaire de cette journée électorale parce que on n'a pas eu d'incident majeur, on n'a pas eu de couac. Et quand on parle d'élections en Afrique, c'est toujours des tensions. On voit un peu le regard que les observateurs internationaux ont. Les moments d'élection en Afrique, en général, se sont suivis de crises post-électorales. C'est toujours cette crainte qu'on a. Alors, et ces crises post-électorales sont elles-mêmes, j'ai envie de dire, filles du déroulement du scrutin. Et pour ce qu'on a pu voir cette journée, moi j'ai fait le déplacement dans certains bureaux de vote pour voir un peu près l'ambiance. Et je crois que dans l'ensemble, on peut se satisfaire du processus. Mais c'est vrai qu'il y a eu des dysfonctionnements qui ont été notés ici ou là, qui font que, bon, ça met un bémol dans ce qu'on a pu voir. J'écoutais tout à l'heure avant de venir ici, on disait qu'il y a une vieille qui n'a pas pu voter, je ne sais où, dans quelle localité, qui a pleuré parce que finalement son bureau de vote n'a pas pu ouvrir. Donc, ce qui veut dire que quand on parle de scrutin, il y a la responsabilité d'au moins 4 acteurs. Vous avez d'abord l'électeur lui-même, le citoyen qui prend la responsabilité sur lui d'aller exprimer un choix. Et puis vous avez les partis politiques, et puis on parlera tout à l'heure des arbitres électoraux, conseil constitutionnel, conseil supérieur de la communication,
Commission électorale nationale indépendante. Et quand vous regardez, lorsque le citoyen prend la responsabilité sur lui d'aller voter et que finalement il n'a pas l'accueil nécessaire infrastructurel pour voter, alors ça jette un peu un bémol. Mais, comme on a dit, organiser ces événements d'envergure-là, ça laisse aussi des risques qu'il n'y ait pas, que tout ne soit pas au top. Donc, de façon générale, on peut se satisfaire du fait que le processus est bien déroulé, mis à part les quelques éléments de dysfonctionnement qu'on a pu relever ici ou là. Alors, il a été dit ici par les partis politiques, notamment ceux de l'opposition, qui parlent de suspicion de fraude en la matière, étant donné que vous êtes juriste. Et comment ça se passe? Alors, en la matière, le code électoral est très éloquent parce que il définit les éléments qui vont régir ce qu'on appelle le contentieux électoral. C'est-à-dire que tous les litiges qui sont liés, n'est-ce pas, au déroulement du scrutin, à tout le processus, le dépouillement. Et l'article 98 du code électoral dit par exemple que une semaine, les candidats ou les différents partis pris à ce processus électoral ont une semaine après la proclamation des résultats provisoires par la Commission électorale nationale indépendante pour introduire des recours auprès du Conseil constitutionnel qui, lui, à son tour, aura toute la latitude de se prononcer. Mais cela dit, j'ai envie de dire que le processus, il est aussi suffisamment, j'ai envie de dire, bien huilé pour pouvoir prendre en compte ces fraudes-là. Pourquoi je le dis? Parce que le Conseil constitutionnel qui intervient finalement, la Constitution dit que c'est lui qui est le juge de l'élection présidentielle et législative. C'est lui qui va prononcer les résultats qui seront valides. Et c'est très intéressant de noter que l'article 91 du Code électoral nous apprend que le Conseil constitutionnel reprend les comptes qui ont été faits par la CENI, bureau par bureau, commune par commune. Donc on reprend les comptes, ce qui veut dire que la CENI, qui est l'instance technique qui organise ces élections, se trouve finalement contrôlée aussi par le Conseil constitutionnel pour écarter les risques de fraude. Alors, il n'est pas dit que le Conseil constitutionnel viendra aussi pour ratifier, j'ai envie de dire comme ça, si vous voulez, entériner les résultats de la CENI, mais qui cherchera aussi à regarder ce qui s'est passé aussi là. Mais il est intéressant que, on a parlé de fraude, j'ai parlé de responsabilité des acteurs, que les politiques, ou en tout cas les candidats à ces élections, jouent le jeu du droit. Justement, quel commentaire vous faites des agissements des partis politiques relativement donc à cette question? Alors, j'ai envie de dire qu'on est dans une période assez tendue, j'ai envie même de dire passionnelle, qui fait que bon, les uns et les autres ont tendance plus ou moins à se relâcher. Mais quand on décide, on est dans un état de droit, l'état de droit, ce n'est pas seulement que les obligations que l'État a envers, mais chacun des acteurs doit remplir sa part du contrat. Et l'état de droit, ça veut dire quoi? Qu'on met le droit au-dessus de tout. Ce qui veut dire que le droit sait déjà qu'il y a des risques de fraude. Mais le droit vous dit, voici les voies pour dénoncer ces fraudes. Et moi, j'ai envie de dire que il ne faut pas davantage alarmer la situation parce que justement, ces fraudes qui ont été suspectées, il faut suivre la voie du droit qui dit que il faut recenser ces fraudes ou ces suspicions de fraude, et puis les reverser au Conseil constitutionnel, qui est le juge de l'élection. Ce sont des sages, on les appelle au Conseil constitutionnel les sages, et puis accepter que, ils aient suffisamment de sagesse pour se prononcer. Parce que dans ce genre de processus-là, il est difficile de voir tout marcher normalement à 100%. Vous avez vu, il y a quelques semaines de cela aux États-Unis, et on n'en est pas encore sorti. Tout à fait. Alors, vous parliez tantôt de l'action auprès du Conseil constitutionnel avec un délai d'une semaine pour saisir le juge. Est-ce que cela exclut la mise en marche d'une action pénale? Et dans ce cas de figure-là, si cela était possible, quel pourrait être le délai en tout cas pour agir? Alors, c'est vrai que là aussi, il faut peut-être serrer les choses, puisque le juge pénal, il a des éléments qui vont relever de sa compétence, qui sont bien prévus par le Code électoral. Le Code dit par exemple
toute personne qui vient violemment dans un bureau de vote, qui agit par effraction ou par violence, est susceptible d'être condamné à une peine d'emprisonnement ou à des amendes. Il y a un candidat un représentant de candidat qui disait tout à l'heure sur ce plateau qu'il y a un de leurs militants qui a été menacé d'être molesté parce qu'il serait rentré en tout cas dans un territoire entre griffes sans l'autorisation. Alors ça, ce sont des éléments, on a vu hier déjà, puisqu'on est déjà à la matinée, on a vu hier le procureur du Faso qui est sorti dit que bon, on pourrait réverser un certain nombre d'éléments à son niveau. Ça, ce sont des éléments qui relèvent du volet pénal, j'ai envie de dire du processus électoral. Mais maintenant, vous avez, concernant le compte, le déroulement même du scrutin, les problèmes qu'il y a eu au niveau de l'ouverture des bureaux de vote, les urnes, etc. Les tentatives, j'ai entendu des candidats dire sur le plateau qu'on a envoyé des bulletins qui étaient déjà signés, etc. Ce volet-là relève, par contre, du Conseil constitutionnel. Professeur Somda, c'est la même question. Je ne suis pas encore professeur. Justement, si vous le permettez, par rapport au communiqué du procureur, je crois que c'est bien spécifié que c'est ce qui concerne les cas de flagrant délit. Alors, dans le cas où nous ne sommes pas en présence d'un flagrant délit, quelle serait donc la procédure pour agir au pénal, pour des infractions qui concernent en tout cas les élections? Alors, je l'ai dit tantôt, hein, c'est de voir. Je ne serai peut-être pas en mesure de vous donner toute la liste énumérative parce que le code... Non, pas la liste des infractions, mais voilà, le délai pour agir, le code énumère tout un ensemble d'éléments. Et on est en matière, ce qu'on appelle l'action du procureur s'inscrit dans ce qu'on appelle l'action publique parce que le procureur, il est avant tout celui-là qui est chargé de garantir l'ordre public. Et donc, tout fait qui relèverait d'une infraction pénale peut être à tout moment être reversé donc au niveau du procureur du Faso qui verra l'opportunité d'enclencher les poursuites qui soient. D'accord. Alors, Monsieur Somda, vous, au niveau du CGD, vous avez l'habitude, parce que vous jouez le rôle également d'observateur de la scène démocratique, du comportement également des acteurs au niveau de la scène politique. Alors, quelle est votre opinion par rapport à tous ces cas de suspicion de fraude et de ce qui se dit autour de ça? D'abord, à ce niveau, il faut souligner que c'est de bonne guerre que dans une compétition, surtout électorale, voilà, parce qu'il faut le rappeler, hein, en démocratie, les élections constituent l'unique moyen d'accession et d'exercice du pouvoir d'État dans un régime démocratique. Et donc, c'est tout à fait normal que dans les jeux démocratiques, surtout en matière électorale, voilà, que les différents partis en compétition puissent en tout cas par moment s'accuser mutuellement de fraude, de ceci ou de cela. Ça c'est tout à fait normal. Seulement comme le professeur Guibredin l'a souligné, ici il s'agit aussi d'apporter la preuve aussi justement lorsque vous accusez tel ou tel parti d'avoir fraudé, ainsi de suite, c'est bien de toujours apporter la preuve. Parce que justement le code pénal en date, relu, en tout cas prend en compte un certain nombre d'infractions relatives aux élections, ce qui n'était pas le cas avant. Voilà, donc ce qui veut dire que désormais au Burkina Faso, avant les infractions en matière électorale passaient parfois par perte de profit. Mais maintenant, on a un code pénal qui reprend en son compte pas mal d'infractions relatives aux élections. Ce qui fait que je pense que ce que les uns et les autres dénoncent, s'ils arrivent en tout cas à apporter les preuves, ça peut permettre aux juges en tout cas de statuer sur ces questions-là. Maintenant, je reviens sur l'environnement global. Vous savez, on est dans un pays où pendant longtemps, je dirais depuis l'avènement de la 4e République, les analystes s'accordent à dire que nous sommes en présence des élections les plus disputées. Parce que depuis l'avènement de 91, on connaît les scores, c'était des scores vraiment staliniens, voilà, et jusqu'à en 2015, où on a un score relativement serré, 53%. Avant ça, c'était autour de 80 en montant le score, voilà, du vainqueur. Donc, et en 2015, on est à 53.
et avec des forces politiques qui avaient été justement exclues du jeu en 2015 et qui font les retours justement pour ces élections-là. Donc du coup, ça a rendu ces élections-là très ouvertes. En tout cas ça laisse présager que elles seront âprement disputées, et c'est ce qui aussi explique un peu toute cette tension, voilà, qu'on aperçoit ça et là, parce que il y en a qui quand ils font les estimations, ils estiment que il n'est pas possible que quelqu'un puisse les remporter au premier tour. Et bon, l'écran d'en face dit le coup KO. Voilà. Est-ce que finalement il n'y a pas lieu de s'inquiéter quand un parti politique dit par exemple à ses militants de se tenir prêts, par exemple? Non, c'est ce que je dis, c'est tout ce qui explique. Voilà, ça laisse des sous-entendus. Et bon, c'est pas un seul, il y a plusieurs partis qui ont fait des déclarations. Je sais que récemment nous avons organisé un dialogue démocratique. Pas un dialogue, une table ronde autour des projets de société. On a demandé à la fin aux candidats, est-ce que vous seriez prêts à accepter les résultats si. Il y en a qui, avec... L'unanimité ne s'est pas dégagée. Non, l'unanimité ne s'est pas dégagée. Mais comme il a souligné, nous sommes dans un état de droit. Une élection aussi suppose un contentieux. Et des institutions sont chargées justement de vider ces contentieux-là. Donc pour moi, tout ce qui est irrégularité que les uns et les autres pourraient relever, il serait en tout cas, de mon point de vue, plus indiqué de saisir justement les institutions compétentes en la matière, notamment le Conseil constitutionnel, qui est justement le juge des élections présidentielles et législatives. Donc je pense que si vraiment chacun s'inscrit justement dans cet esprit à la fois républicain et surtout respectueux des principes de l'état de droit, nous pensons qu'on n'aura pas à utiliser la rue pour résoudre certaines de nos contradictions et que ces contradictions pourront trouver une solution auprès du juge, notamment le juge constitutionnel. Professeur Djibril Ouedraogo, j'aimerais vous entendre sur tout le processus électoral, notamment pendant la campagne électorale. Est-ce que vous estimez que le comportement que les différents partis politiques ont eu sur le terrain sont vraiment de nature à respecter les règles de droit? Oui, sur la campagne qui est peut-être l'étape qui préparait le scrutin qu'on a eu hier, moi je crois qu'on peut là aussi se satisfaire de la campagne, parce que la campagne aussi, on nous l'apprend qu'elle a cet objet ludique là, c'est un côté amusant dans la campagne. Et on a vu des acteurs qui ont vraiment joué le jeu. C'est vrai qu'il faut vendre un projet politique. Il faut vendre un projet politique, mais derrière cela, comme le disait quelqu'un une fois, il y a aussi que la campagne fait rêver. Et c'est ce qui permet aussi d'accrocher. Dans la campagne, on vend les projets, mais on vend des rêves. Et je me rappelle Barack Obama en 2008, quand il vient avec Yes Weekend, il vend un rêve. Et puis finalement, il a eu de la clientèle et c'est passé. Et je crois que les acteurs l'ont plus ou moins bien joué ce rôle-là. C'est vrai. Là aussi, il faut déplorer quand même. Et en même temps, il faut mettre ça au compte des joutes verbales. Parce qu'effectivement, quand on parle, à un moment donné, on lâche certaines choses. C'est vrai qu'il y a des propos qui avaient tendance à être un peu incendiaires, mais je crois que dans l'ensemble, ce n'est pas ce qu'on a vu. Un autre élément aussi, qui pour moi me paraît quand même assez important dans la conduite, j'ai envie de dire, de la consolidation de la démocratie, parce qu'on a parlé surtout de double scrutin présidentiel. Et vous avez remarqué que la campagne, dans la campagne, les élections législatives étaient noyées. Voilà, je n'ai pas pu suivre tous les médias, mais j'en ai pour preuve que sur le plateau de la RTB, on avait plutôt le programme, un candidat, un programme. Il y avait aussi au cœur des législatives. Vous n'avez pas suivi parce qu'on avait des candidats aux législatives qu'on recevait ici. Voilà. Non, mais comme j'ai dit, je n'ai pas eu le temps de... Mais la tendance générale, c'est que les élections présidentielles mais c'est normal, puisque c'est l'élection majeure chez nous, ont un peu noyé les législatives. Alors même que les législatives, peut-être, sont plus importantes que ces élections présidentielles. Alors, est-ce que vous comprenez, par exemple, ceux qui ont estimé que les partis politiques ont contourné la loi relative au gadget pendant la campagne? Cela s'est traduit à travers l'utilisation des couleurs, notamment. Oui,
bon, je l'ai constaté comme vous, mais c'est peut-être l'occasion aussi de réfléchir, parce que cette disposition qu'on a, je crois que l'article 68 a été introduite en 2015. Oui, l'esprit, il était tout à fait, j'ai envie de dire, noble, hein? C'est-à-dire qu'il faut arrêter le clientélisme, il faut aller chercher l'électeur dans sa conscience. Mais on se rend bien compte que, j'ai dit tout à l'heure, la campagne aussi est un objet ludique, amusant. Et ça fait partie. Le fait de voir les gens dans leurs différentes couleurs et autres. Alors, donc, il y a eu peut-être un contrôlement, mais qui nous interroge. Est-ce que finalement cette disposition-là n'est pas sévère? C'est-à-dire que aussi la traduction d'un sentiment d'appartenance. Voilà, c'est ça. Parce que moi, quelqu'un me disait, j'ai eu ces débats-là dans la rue avec certains de mes étudiants. Les gens m'ont dit, mais quand les VADS là, ils mettent, il faut qu'ils mettent pour qu'on sache que, voilà, c'est son rôle à lui. J'ai envie de dire que, voilà, il faut certainement éviter de retomber dans des pratiques de certains gens, mais de quand même, on dit surtout souvent, il faut chercher le juste milieu. Parce que, comme on le dit, la campagne aussi, comment on appelle ça, le parti politique, il va chercher l'électeur. Quoi qu'on dise, il va chercher l'électeur. Et vous voyez un peu comment ça se passe aux États-Unis. On parle de campagne à l'américaine, les gens viennent, ils jettent les gadgets. Voilà. Mais c'est vrai que dans la recherche de l'équité, parce que c'était ça l'esprit qui a animé cette disposition, la recherche de l'équité, c'est-à-dire que tous les partis soient quand même au même niveau dans cette propagande électorale. Mais c'est vrai que je conçois qu'il y a eu un certain contrôlement, mais qui peut s'expliquer par le fait que, voilà, il y a cet enthousiasme, il faut aller chercher les électeurs. Et mon ami Yassir qui était aussi inté, c'est l'occasion de se demander est-ce que cette disposition n'est pas éprouvée ou voici n'est pas sévère. Bon, de mon point de vue, ce n'est pas une disposition sévère, d'autant plus qu'au niveau du CGD, ça faisait partie justement de nos réflexions avec bien d'autres aspects. Par exemple, nous, on avait toujours questionné la question du plafonnement des dépenses de campagne. Ça fait partie justement des sujets sur lesquels le CGD a apporté beaucoup de réflexions. C'est-à-dire, au moment où on réfléchissait sur les partis politiques et le système partisan, on réfléchissait aussi sur justement la question, le poids de l'argent en politique. Voilà, et je dis toujours, c'est banal, mais donner 500 milliards aux plus idiots de Burkinabé dans 5 ans, il peut devenir président dans ce pays. Pour dire à quel point l'argent, vous verrez des intellectuels, des gens se mobiliser derrière, je dis entre griffes, un idiot, entre griffes, 500 milliards, dans 5 ans, la personne peut devenir président dans ce pays à cause du poids de l'argent. Donc c'est pour ça que nous on dit, il faut faire revenir les idées, et pour faire revenir les idées, il faut commencer par éliminer certaines choses, notamment les gadgets, le fait de permettre à un parti de dépenser par exemple 5 milliards, pendant que d'autres sont à 50 milliards, voilà, 50 millions plutôt, certains dépensent 5 milliards, voire plus, parce que les partis vous disent qu'une campagne sérieuse dans ce pays, c'est pas moins de 5 milliards. Bon, pendant ce temps, il y a des candidats qui ont quand même de bonnes idées, mais qui n'ont peut-être que dans leur poche une vingtaine ou une trentaine de millions à dépenser. Ce que vous dites, ça soulève aussi une certaine problématique et aussi l'éducation de nos masses à la chose politique. Mais il est dit à l'article 13 de la Constitution que les partis doivent aussi faire éduquer le peuple. Voilà, et on a le sentiment de regarder même les bulletins de vote, combien de partis ont pu véritablement éduquer même les électeurs, parce que même quelqu'un qui sait lire, quand vous prenez les bulletins des législatives, moi je connais quelqu'un qui a traîné près de plus de 5 minutes dans un bureau à rechercher son candidat, les logos du parti qu'il voulait voter. Donc c'est pour dire qu'il y a beaucoup de choses à faire, et surtout pour le cas de Burkina, je continue en disant, regardez, la loi électorale est stable. En l'espace de 3 ans, de 2018 à 2020, pas moins de 3 révisions. Et il a fallu justement par des dialogues politiques, heureusement que ce mécanisme a existé, par des dialogues politiques, essayer d'avancer. Voilà, c'est bien de points. Et bon, il faudra après aussi voir un peu à ce niveau-là comment stabiliser un peu notre loi électorale. Parce alors, sans vouloir vous interrompre, on va revenir à vous tout à l'heure. On va prendre Ahadi Sandamba qui est en ligne actuellement. Il nous appelle depuis le centre de compilation de l'arrondissement numéro 1. Bonsoir Sandamba ou bonjour. Oui, bonjour Ruth Bini Ouattara. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de l'évolution de la situation au niveau de l'arrondissement numéro 1?
Oui, au niveau de l'arrondissement numéro 1, il faut dire qu'à l'heure où nous vous parlons, les différents présidents de bureaux de vote continuent de convoyer les urnes et autres matériels de différents bureaux de vote. Et actuellement, il y a une dizaine d'opérateurs de saisie qui sont à la tâche en train de compiler les différents résultats, en train de saisir les différents PV qui arrivent et le matériel également est réquisitionné et réceptionné par les représentants des agents de la CENI à ce niveau. D'accord. Alors, Sandamba, certainement que nous reviendrons à vous dans quelques instants, avant donc de refermer cette nuit électorale. En tout cas, on est là pour encore un bon bout de temps. Alors, messieurs, sur ce plateau, j'aimerais vous entendre par rapport aux premiers chiffres que nous avons entendus au cours de la soirée. On se rend compte que le taux de participation à ces élections est assez faible. Vous qui êtes des observateurs assez avisés, sinon même très avisés de la scène démocratique, comment est-ce que cela peut s'interpréter? Quelle lecture est-ce qu'on peut le faire juridiquement? Monsieur Somda d'abord, voilà. D'accord. Je dirais que c'était plus ou moins prévisible qu'on ait un taux de participation en deçà de ce qu'on avait eu en 2015. Vous savez, 2015, après l'insurrection, toute la ferveur, l'enthousiasme que les élections avaient suscité, cet enthousiasme est tombé. Mais il y a aussi la question sécuritaire. Voilà, il y a beaucoup de zones où les gens craignaient d'aller aux urnes, voilà, de peur que quelque chose les arrive. Et ensuite, la question des déplacés. On n'en parle pas assez, mais ça fait plus d'1 million de personnes déplacées dont la première préoccupation n'est pas de voter, mais de voir comment retourner ce soir. Voilà, donc il y a pas mal de facteurs qui expliquent sans oublier qu'il y a pratiquement une quinzaine de communes dans lesquelles pas moins de autour de plus de 1000 bureaux, un peu plus, hein, voilà. Plus de 1000 bureaux de vote qui n'ont pas pu ouvrir. Voilà, donc pour moi c'est tout ça qui pourrait expliquer un peu la chute de ce taux de participation. Voilà, et bon, à côté aussi de façon globale, il peut aussi arriver que l'ensemble, on a assisté à la campagne, mais qu'il peut arriver aussi que c'est l'offre politique qui n'a pas été suffisamment attrayante pour amener certaines personnes dans les urnes. Voilà, donc il y a plusieurs facteurs qui peuvent vraiment expliquer ce faible taux de participation, mais bon, on attend toujours de voir, parce que je pense que pour le moment c'est un peu un indicateur. Quelques indices. Voilà, quelques indices, mais peut-être que d'ici demain, bon, ça peut évoluer un peu légèrement, voilà, mais de mon point de vue, c'est ces facteurs-là qui peuvent expliquer le faible taux de participation. Oui, c'est vrai que la question du taux de participation est quand même une question assez délicate. Hein. Ce n'est pas un problème seulement burkinabé. J'ai envie de dire là aussi que c'est un problème qu'on rencontre un peu partout, même dans les grandes démocraties. On a vu par exemple aux États-Unis qu'on était surpris par le taux de participation qui était quand même assez élevé lors de ces dernières élections. D'une façon générale, l'électeur, hein, il a tendance aussi à ramener à peu près les choses à lui-même. Voilà, c'est-à-dire que, et là il a bien dit, s'il ne se reconnaît pas dans l'offre politique, il est dans une certaine routine, il se dit, bah, moi je mène mon train quotidien, les élections ne changent pas. Donc il y a aussi cette dynamique qu'on a parlé d'éducation, le rôle que les partis politiques doivent mener. Alors les 3 semaines de campagne c'est faible. 3 semaines de campagne, ça ne peut pas aller tirer quelqu'un, j'ai envie de dire, dans sa tour d'ivoire. Il faut commencer depuis 5-4 ans, c'est tout un processus qu'il faut mettre en œuvre pour aller faire comprendre à l'électeur jusqu'à quel point sa voix compte. Et qu'en participant au vote, il influence lui-même l'avenir, son propre avenir. Hein? Donc, de ce point de vue-là, je crois que c'est vrai, on peut regretter qu'il y ait une chute, mais ça s'explique aussi. Il y avait une ferveur après l'insurrection et on tombe, c'est-à-dire que là aussi il faut voir une forme de routinisation. Mais en même temps, quand on regarde, on se rend compte que alors les taux de participation, moi j'ai essayé de faire le point avec les bureaux de vote que j'ai pu visiter et puis les résultats que j'ai pu glaner, on est autour de 30-50%. Bon,
ce qui n'est pas plus mal. Alors, parce que c'est vrai que le taux de participation, là où il est intéressant, plus il est fort, plus ça légitime le président qui sera élu. Tout à fait. Voilà. D'accord. Alors, on va prendre Caroline Ouaré qui est en ligne. Bonsoir, Caroline. Bonsoir Ruth, comment allez-vous? Bien, merci. Alors, on vous retrouve, il y a de l'évolution? Oui, il y a de l'évolution. Bonsoir à tous sur le plateau, bonsoir aux téléspectateurs. Vous avez le bonsoir de tous. Alors voilà, ce que je disais, que la tendance s'est maintenue pour ce qui concerne la présidentielle. J'espère qu'on va s'entendre. Oui, nous vous recevons très bien, Caroline. Alors, nous avons toujours les 4 candidats qui sont sérieusement dégagés avec dans l'ordre. Alors, Caroline, qu'on va certainement retrouver un peu plus tard, on revient sur ce plateau. Alors, professeur Djibril Ouedraogo, pardon, j'aimerais quand même qu'on revienne un peu sur la question de financement et des partis politiques qui impactent naturellement sur les résultats qu'on est en train de voir. Et vous êtes de ceux qui estiment qu'il faut un mécanisme de contrôle pour justement s'assurer de la transparence des fonds privés, notamment qui sont injectés dans les campagnes électorales. Est-ce que vous pouvez davantage expliquer cette position-là? Ah oui, cette position tient au fait que dans le processus électoral, ce qu'on recherche aussi, c'est ce que vous avez fait ici aux médias pendant la campagne, c'est l'équité. C'est-à-dire que donner à peu près les mêmes chances aux uns aux autres. Et là, on sait que l'argent, c'est le nerf de la guerre, comme on dit. C'est-à-dire que plus vous avez l'argent, plus vous pouvez influencer, puisque la campagne, c'est quoi? C'est la visibilité. Plus vous êtes vu, plus ça crée une forme de... j'ai envie de dire de proximité avec l'électeur qui se sent proche de quelque chose. Parce que consciemment ou inconsciemment, il y a une image qui lui revient dans la tête. Et donc, la question du financement privé, elle est d'autant plus importante que chez nous, au Burkina Faso, alors le code pénal qui a été révisé récemment interdit les financements occultes, mais point barre. Et après, rien. Donc, vous avez la loi de 2009 qui prévoit un subventionnement public de l'État. Mais ce subventionnement-là, il est vraiment faible. Et donc, les gens cherchent les petits moyens pour pouvoir justement avoir plus, j'ai envie de dire, de ressources financières pour impacter sur le terrain. Donc, il y a ce qu'on appelle un vide juridique au Burkina Faso. C'est-à-dire qu'il faut maintenant, c'est bien la loi de 2009 qui encadre les subventions publiques, mais maintenant, il faut aller vers un encadrement de ces financements privés. Mais là aussi... Qu'est-ce que vous mettez dans cet encadrement-là? Alors, dans cet encadrement, c'est de dire qu'il faut que la loi électorale, par exemple, définisse les ressources privées des partis politiques. Alors, professeur Ouedraogo, je m'excuse de vous interrompre. On va juste reprendre notre correspondance et puis après, on revient à vous. Alors, Caroline, vous êtes de retour? Je suis de retour, dites Ruth. Et nous vous recevons 5 sur 5. On vous écoute. Merci beaucoup. D'accord, voilà. Donc, ce que je disais, c'est que la tendance s'est maintenue. Pour ce qui concerne la présidentielle, nous avons toujours les 4 candidats qui s'étaient sérieusement dégagés. Donc, avec dans l'ordre Rochma Christian Kaboré, Kadri Désiré Ouedraogo, Edi Komboyogo et Zéphirin Diabré. Nous revenons là, il y a environ une quinzaine de minutes du centre de compilation où les unes sont toujours en train d'être convoyées. À ce niveau-là, et il n'y a pas encore de résultats qui peuvent être signalés. Juste ce que nous avons encore sous les yeux, c'est des nouveaux résultats, mais qui confirment la tendance que nous avions communiquée tout à l'heure. Donc, pour les détails, il faut dire que sur 231 bulletins suffrages exprimés, je parle du secteur 4, c'est un bureau de vote du secteur 4, le bureau numéro 6 précisément. Nous avons 35 voix pour Komboyogo et 78 pour Ouedraogo, Kadri Désiré, 25 voix pour Diabré Zéphirin, 77 voix pour Rochma Christian Kaboré. Et ensuite, nous avons un autre bureau de vote, toujours au secteur 4, mais à la Gabérie populaire, nous avons 277 suffrages exprimés, 71 pour Komboyogo et 10, 87 pour Ouedraogo, Kadri Désiré, 27 pour Diabré Zéphirin, 78 pour Rochma Christian Kaboré. Donc,
pour la présidentielle. Et puis, nous avons pu avoir aussi quelques résultats pour les législatives. Alors, sur 271 suffrages exprimés, nous avons 18 voix pour l'UPC, 48 pour le CDP, 91 pour le CNP, 45 pour le MPP et 12 pour l'APR qui le gré. Donc, sur 271 suffrages exprimés. Sur l'autre bureau de vote, le bureau numéro 6 à la Garderie populaire, ici, au secteur 4 de Kaya, sur un total de suffrages de 232 exprimés, nous avons 21 pour l'UPC, 25 pour le CDP, 70 pour la CNP, 53 pour le MPP, 13 pour l'URD. Voilà, c'est quelques résultats comme ça que nous avons pu avoir en attendant d'avoir des échos confirmés du centre de compilation. Ruth Ouattara, je vous remercie. Merci Caroline. Alors, on revient à vous, professeur Ouedraogo. Voilà, donc je disais tantôt que la loi, s'il faut aller vers une loi qui va réglementer ce financement privé, c'est-à-dire que le premier élément, c'est déjà de définir qu'est-ce qui peut constituer les ressources privées des partis politiques. C'est-à-dire que c'est comme déjà, on sait que par exemple, quand les associations fonctionnent, il y a la contribution des membres, le prix des cartes d'électeurs, etc., etc. Et ce financement privé aussi, l'encadrement de ce financement privé aussi permet de mettre aussi les candidats et même le pays, j'ai envie de dire comme ça, dans une forme de dépendance des investisseurs privés, et notamment même de l'international. Vous avez par exemple des lois dans certains pays voisins, le Mali, le Niger, on essaie de réglementer. Par exemple, je crois qu'au Niger, vous ne pouvez pas recevoir un financement venant de l'international qui dépasse les 20% de vos ressources propres. Donc il y a vraiment une limitation. Mais cela veut dire que ce cadre-là aussi demande aussi que l'État puisse avoir des moyens conséquents pour contrôler ces fonds privés-là. Ça, c'est un autre débat. Mais vous pouvez aussi, dans cet élan de rechercher l'équité, j'ai envie de dire comme ça, financière dans la campagne, mon ami Anselme a parlé tout à l'heure de plafonnement des dépenses. Il faut aussi trouver un moyen de plafonner. Vous trouvez par exemple un État comme à Madagascar où on essaie d'évaluer le prix, enfin, c'est pas beau à dire, mais c'est un peu ça aussi, c'est le prix d'un électeur. Alors je crois que c'est en Tunisie. Donc on parle du fait que quand on va mener la campagne, pour aller convaincre un électeur, il faut peut-être 1000 francs par électeur. Et donc, sur cette base-là, on a un fichier qui fait 6 millions d'électeurs comme chez nous. 6 millions multipliés par 1000, ça fait 6 milliards. Donc on dit aux partis politiques, pour les présidentielles, vous ne pouvez pas dépasser 6 milliards. Bon, c'est une façon de voir en quelle mesure le plafonnement, parce qu'il faut plafonner, mais il ne faut pas que le plafonnement ne puisse pas finalement permettre aussi d'agir. Je voulais ajouter quelque chose toujours sur la question des financements privés. À titre de droit comparé, en France, par exemple, on ne peut pas donner plus de 10 000 euros. C'est-à-dire un particulier ne peut pas offrir plus de 10 000 euros à un candidat ou à un parti. Or, chez nous, ici, comme ce n'est pas plafonné, n'importe qui peut mettre, un opérateur économique peut prendre 2 milliards venir donner à un candidat. Et le danger, c'est quoi? Ça crée une collusion assez contre nature entre le milieu politique et le milieu des affaires. C'est ce qui explique après les élections que vous voyez des marchés publics attribués à des opérateurs économiques qui les exécutent très mal. Et voilà. Donc ça a tellement d'effets négatifs sur le développement, sur la qualité des infrastructures, sur la qualité des marchés publics de l'État. Si ce n'est pas régulé, on va continuer de végéter comme ça dans le sous-développement avec des infrastructures ou des marchés publics mal exécutés. On nous informe qu'on est un peu pris par le temps. J'aimerais quand même vous entendre sur un fait qui se produit ce soir. Il s'agit donc de la validation des différents décomptes par la plénière au niveau de la commission électorale qui n'a pas pu donc se tenir, faute de quorum non atteint. Est-ce que cette situation devrait nous amener à nous inquiéter? Et si elle devait perdurer dans le temps, parce que le président de la CENI a donné rendez-vous pour demain, dans l'espoir effectivement que ce quorum-là puisse être atteint. Et si on se retrouve encore dans cette même situation, est-ce qu'il n'y a pas risque de blocage?
Alors, la difficulté qui se trouve dans votre question, c'est que je l'ai entendu avant de quitter chez moi pour arriver ici, c'était sur votre plateau, où on nous disait que le quorum n'avait pas été atteint. Alors, la difficulté, je dis, on ne sait pas pourquoi le quorum n'a pas été atteint. Apparemment, c'est parce qu'il y a eu des commissaires qui sont allés à l'intérieur du pays. Voilà, si c'est que pour cette raison, je crois qu'il n'y a pas à s'alarmer, puisque le code électoral dit que la CENI a 7 jours pour proclamer les résultats provisoires. Et c'est vrai qu'ils se sont donné un challenge de jour plus 1. Dans tous les cas, on reste dans les délais légaux. Et pour le juriste que je suis, je me dis, bon, on n'a pas encore été 7 jours. Encore que le code électoral permet à la CENI, au-delà des 7 jours, de demander au Conseil constitutionnel 3 jours supplémentaires. Donc 10 jours en gros. Donc je crois qu'il n'y a pas à s'alarmer. Si ce ne sont que pour des raisons, on va dire, techniques, que le quorum n'a pas pu se réunir. Mais si c'est pour des problèmes de querelles intestines, alors là, en ce moment, ça pose problème. D'accord. Monsieur oui, par exemple, bon, il y a des commissaires qui ont couvert les élections dans des zones voilà, d'insécurité, tout ça. Vous n'allez pas demander à un commissaire de quitter Fada peut-être après la fermeture des bureaux pour aller au Ouaga. Bon, je pense que c'est ce qui explique l'absence de certains commissaires. Et on attend demain, je pense, demain 8h pour voir ce que ça va donner. Mais toujours est-il que nous continuons de suivre aussi, en tant que société civile, nous continuons de suivre de près, voilà, le déroulement du processus, en espérant que, en tout cas, il va connaître un épilogue heureux, et que, en tout cas, le meilleur gagne, voilà, et que si second tour aussi, ben, que les gens continuent de jouer le jeu démocratique, voilà, dans l'intérêt, en tout cas, du Burkina Faso, et surtout dans l'intérêt de la maturation de notre processus démocratique. Merci donc à tous les deux d'être passés, partager donc ce plateau avec nous. Je rappelle que nous étions donc avec M. Asseyan Somdal du CGD, le Centre pour la gouvernance démocratique, et le Dr Djibril Ouedraogo, enseignant à l'université, et Thomas Sankara. Voilà, je pense qu'on va repartir du côté de la régie avant de poursuivre donc cette nuit électorale sur la RTV.